Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Souveraine et créatrice. Aujourd'hui, on accueille Amandine Coteau. Bonjour Amandine. Bonjour Rubina, je suis très contente d'être sur ce nouveau podcast. Je suis très heureuse de t'accueillir. Donc, tu m'avais déjà invité 2 fois à ton podcast et du coup, je suis très heureuse de t'inviter à mon tour. Alors Amandine, je vais dire quelques mots sur toi. Donc, tu es coach, mentor et prêtresse guérisseuse. Tu guides des créatrices, accompagnantes, artistes qui souhaitent s'élever dans leur posture de CEO. Et également les prêtresses des temps modernes, comme tu les appelles. Donc, tu es entrepreneur depuis 2017 et donc depuis 2017, tu as accompagné des centaines de femmes à s'élever dans leur puissance personnelle et à développer des entreprises à succès. Donc, ce qui est spécifique dans ton accompagnement, c'est le fait que tu relis l'énergétique et la connaissance de soi à de la stratégie. Et donc, c'est ça vraiment qui aide les personnes que tu accompagnes à se développer dans leur activité, devenir inarrêtables et créer vraiment des projets qui ont un impact sur le monde. Donc, tu as créé les Terres d'Alma, donc c'est le nom de ton entreprise, et à travers cette entreprise, tu proposes des programmes d'empuissancement personnel et aussi des espaces de transformation pour les businesswomen spirituels. Et donc, depuis peu aussi, tu accompagnes également des hommes, donc c'est plus exclusivement féminin. Tu as donc ton podcast que j'ai mentionné au début, donc il s'appelle le Journal d'une CEO spirituelle and Guests. Tu es également en cours d'écriture d'un livre. Donc le titre n'est pas encore arrêté, mais il s'appellera peut-être Les leaders allumés. On va justement parler de ce concept de leader allumé que tu as créé. Tu as également guidé une retraite. Donc quelque chose que j'ai pas mentionné à Koh Phangan. Quelque chose que j'ai pas mentionné, c'est que tu vis en ce moment en Thaïlande, à Koh Phangan. Donc peut-être que c'est une île que certaines personnes connaissent. Donc c'est un espace qui est assez connu. Moi-même, j'y ai vécu plusieurs années. Donc c'est un endroit assez spécial et transformateur. Et donc là, on est dans le même pays. Moi aussi, je suis en Thaïlande, mais je ne suis pas à Koh Phangan. Je suis à côté de Chiang Mai. Donc c'est un podcast très international du coup. Ouais, c'est ça, c'est trop bien. C'est beau qu'on ait ce lien avec la Thaïlande et sans doute qu'on aura l'occasion d'en parler en fonction de ce qu'on évoque, mais de ce qui se passe en fait quand on est à l'étranger, tout ce qui s'ouvre à l'intérieur de nous dans nos explorations. Ouais. Commençons par ça peut-être. Qu'est-ce qui t'a... je connais ton amour pour Koh Phangan, donc l'expansion qui s'y passe pour toi. Pas que l'expansion d'ailleurs. L'expansion est toujours accompagnée forcément de contractions. Mais je sais l'amour que tu portes à cet endroit. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert cet endroit? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de t'y installer? Donc là, tu n'es pas juste de passage à Koh Phangan. C'est vraiment ta maison. Tu es établi là-bas. Qu'est-ce qui a fait que tu as pris la décision de partir vivre à Koh Phangan? Ça faisait très longtemps que j'avais entendu parler de Koh Phangan. Tu vois, il y a beaucoup de personnes dans nos milieux, dans le milieu du business en ligne, de la guérison du féminin, de l'accompagnement sur la voie des leaders. Il y avait beaucoup de personnes dont j'entendais parler qui parlaient de Koh Phangan et de ce que ça leur avait permis d'ouvrir, qui est à la fois un endroit une île tantrique, comme on dit, qui permet d'explorer une autre manière de relationner. Et à la fois, j'avais entendu du négatif, comme l'usage de drogue ou que les personnes se perdent parce qu'on vit beaucoup en communauté. Donc ça fait des années que je suis attirée et des années que je n'y vais pas parce que comme je suis une ancienne toxicomane à l'héroïne, aller dans un endroit où je savais que les gens consommaient beaucoup quand je dis beaucoup, j'exagère, c'est pas beaucoup, mais les gens vont consommer du LSD, des plantes sacrées qui sont pas forcément de la drogue, mais je trouve qu'il y a une utilisation de produits qui nous amènent à des états de modifiés de conscience qui est excessive et que pour moi la voie spirituelle c'est un autre chemin, pas que celui-ci. Et donc j'étais un peu freinée. Et en fait, j'ai eu une rupture amoureuse. Tu sais, les ruptures amoureuses, c'est génial parce que c'est là où on prend des décisions qu'on n'osait pas prendre. Tu sais, on se dit ah oui, je vais me redire oui à moi-même. Et j'ai une rupture amoureuse qui m'a amenée à prendre mon billet d'avion pour Koh Phangan où je me suis dit tant pis pour la drogue et tant pis pour tout ça. J'y vais quand même et je vais tester. Et donc quand je suis arrivée sur l'île, déjà cet aspect consommation de plantes, etc. C'était un blocage, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Parce que je reste vraiment dans mon centre et je me mélange pas. Justement, j'apprends à être dans une présence et à pas tomber dans certaines énergies que moi je trouve illusoires et trop pas structurées en fait. Donc ça me forme beaucoup là-dessus. Koh Phangan, à rester dans mon centre, c'est pour moi un laboratoire énorme de
comment il y a plein d'énergies qui viennent nous happer, qui essayent de nous saisir et comment on reste à l'intérieur. Et surtout, j'ai eu envie de rester ici parce que j'ai vu que sur le plan relationnel en France ou même dans d'autres pays à l'étranger, j'étais bloquée. Je me trouvais pas assez sexy, pas assez avenante, même tu vois avec les hommes, ou pas assez regardée même. Et j'avais bloqué tout cet aspect-là. Et ici, il y a un endroit où le fait qu'il y ait les ecstatic dance, on va beaucoup se lâcher. Le fait qu'il y ait des soirées libertines, moi j'aime bien tout cet aspect des soirées câlins. Les personnes sont quand même beaucoup en mode tantra ici, donc sans doute qu'il y a un endroit où il y a trop de mélange, on pourrait dire ça comme ça, trop de connexions les uns avec les autres, et la connexion n'est pas assez sur un plan à haute fréquence énergétique, on pourrait dire, résumer ça. Sans doute qu'il y a ça comme travers, mais en tout cas, il y a des parts de moi qui avaient besoin d'être libérées, il y a des parts de moi qui avaient besoin d'être entendues. Des fois, j'utilise le terme la pute sacrée. Je pense que la pute sacrée en moi, elle avait besoin de renaître. Et comme j'ai été dans des années j'exagère quand je dis ça, mais je vais le résumer comme ça, de disette sexuelle, parce que je faisais attention à pas mélanger mes énergies à tout le monde, parce que voilà, tout le tralala. Je me suis un peu coupée du vivant et de ce que je pouvais vivre, et Copenhague me permet de me reconnecter au vivant en moi. Donc c'est ça que je trouve en fait à Copenhague. Merci beaucoup pour ton partage. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent sur cette île dans des grosses périodes de transformation dans leur vie, et je sais que c'est aussi une île où à la fois les personnes y passent plusieurs années, mais à la fois aussi il y a vraiment des vagues en fait. Et donc moi je sais que quand j'ai vécu la vague avec laquelle j'ai vécu, la plupart des personnes sont parties en fait. Donc c'est vraiment comme une sorte de grand chaudron de transformation. Et donc du coup l'île nous attire au bon moment dans notre vie, on y passe le temps qu'on doit y passer, et puis à un moment donné il y a aussi le départ pour les prochains chapitres. Et c'est intéressant aussi ce que tu dis par rapport à tout ce qu'on peut trouver sur l'île, parce qu'effectivement, il y a plein de choses. C'est aussi une île qui est connue pour la fameuse Full Moon Party, qui est une grosse fête avec toutes sortes de choses, de substances, d'alcool. Et c'est vrai que moi, c'est un aspect de l'île auquel j'ai jamais touché à ça, en fait. J'ai jamais touché à tout l'aspect drogue. J'étais jamais, en tout cas sur l'île, je veux dire. J'ai jamais interagi avec cette communauté-là, en fait. Et donc, c'est intéressant parce que Copenhague, à la fois, il y a plein de communautés différentes, mais à la fois il y a une sorte d'harmonie dans chacun vit dans sa communauté, et les communautés cohabitent en fait. Et donc il est tout à fait possible d'avoir une communauté d'un type qui cohabite à côté avec la communauté des yogis et la communauté d'entrepreneurs. Et c'est ça que je trouve beau aussi, c'est cette multitude de communautés différentes qui cohabitent dans le même espace en fait. C'est ça. Moi j'ai toujours rêvé depuis que je suis petite un peu de vivre en tribu. En tout cas en France, la manière dont je vivais, le fait qu'on vive tous dans des maisons un peu séparées, c'est quelque chose qui me convenait pas forcément. Et ici, le fait qu'on est sur une petite île, donc tout le monde se croise tout le temps, il y a des côtés qui peuvent être négatifs, mais pour moi le positif, c'est de sentir ce lien, de sentir que les relations elles grandissent, les relations sont challengeantes, donc on travaille énormément le relationnel ici, et de rester dans l'ouverture cœur à cœur, quelles que soient les initiations qui sont passées. Et je trouve ça beau ce qu'on crée en fait. Moi, je sens que c'est comme si toute ma vie j'avais cherché Copenhague. J'ai ce lien-là en fait très. Il y a un match énergétique, donc je ne sais pas si ce sera à vie, mais il y a un match énergétique très fort. Je me suis toujours demandé mais qu'est-ce que je fous sur Terre. Je n'ai jamais trouvé l'endroit où je voulais m'installer. Et là, à Copenhague, c'est l'endroit quand je suis loin de Copenhague. Quand je suis partie à Bali, c'était génial. J'adore Bali quoi. Mais Copenhague me manquait dans le corps et dans le sang. Et j'ai jamais vécu ce lien-là avec un lieu géographique. Donc ouais, il y a ça qui se joue avec moi et Copenhague. Copenhague et moi. Qu'est-ce qui s'est transformé en toi depuis que tu as emménagé là-bas? Je dirais que j'ai quand même une posture de CEO, dirigeante, workaholic. On pourrait définir ça comme ça. J'aime travailler, j'aime créer. Mais du coup, je pense que je me suis j'ai consacré énormément de temps à mon entreprise, et elle en avait besoin, et j'en suis très contente, à mon message, à son impact. Mais là, je suis arrivée dans un moment de ma vie où je pense que j'avais besoin de plus de temps pour moi et pour le relationnel. Et ça, dans d'autres pays, je l'aurais pas fait forcément. Et ici, il se passe tellement de choses sur ce plan-là que moi, ça m'invite à piloter mon entreprise différemment et à grandir sur le lien. Donc le lien aux amis, je suis plus engagée sur l'île avec mes amis.
Je poste des choses et je suis beaucoup plus présente, plus là et moins la Amandine indépendante. Ok, tu rentres dans mon cadre, c'est cool. Tu rentres pas dans mon cadre, bye. Tu sais, comme on dit en coaching, les standards, les non négociables. Moi, j'étais devenue très non négociable. Ça, c'est pas dans mon standard, ça bouge. Et là, je suis en train de réouvrir quelque chose où j'explore des relations. Il y a des choses qui me conviennent pas, mais je suis dans des espaces où on fait grandir la relation. Donc ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de remise en question, ce qui peut être un peu déstabilisant. Mais je pense que j'étais arrivée à un moment de ma vie où j'étais devenue très rigide par rapport à mes règles et j'avais besoin de adoucir et remodeler un peu. Donc là, il y a ça qui se joue beaucoup pour moi. L'énergie sexuelle qui est disponible ici, enfin disponible en moi beaucoup, qui est activée par l'environnement, c'est très beau pour moi de vivre ça. Je me sens, là je suis partie 4 jours en France, ouais, je suis partie, j'ai fait un aller-retour en France sur une semaine et je suis restée 4 jours et j'ai senti mon énergie sexuelle qui diminuait et je suis très, elle me manque quand elle est pas là et le territoire fait que voilà, je peux la maintenir, il peut y avoir des pratiques, mais là en fait elle est là naturellement. Donc pour moi c'est j'ai besoin de sentir toute cette énergie qui bouge à l'intérieur de mon bassin. C'est hyper nourrissant, en fait, ça me fait du bien. Je sens que je suis un être profondément sexuel, que je l'ai toujours été, et qu'ici, elle est activée naturellement. Donc bien sûr, il y a les pratiques qui font tout ça, mais et je dis pas qu'en France, on peut pas avoir cette énergie sexuelle activée. Au contraire, c'est hyper important que tout le monde l'active, qu'elle puisse servir, en fait, nos projets, ce qu'on a besoin de déployer. Mais en tout cas, ici, c'est plus simple. C'est un peu comme, imaginons l'énergie sexuelle, il y a de l'oxygène et ben il y a plus d'oxygène ici. Voilà. Donc c'est juste, voilà, on peut le respirer plus facilement. Je pense que c'est ces deux aspects-là. Et puis vivre dans la nature. Tu vois, tu connais Copangan, donc il y a on est vraiment, Copangan, c'est très naturel encore, c'est en train de se transformer. Mais il y a de la jungle, il y a la mer juste à côté. D'aller à la plage après une journée de travail et puis d'avoir le soleil qui est là et cette nature flamboyante, pour moi c'est très très nourrissant et ça permet vu qu'on est dans une phase énergétique très très forte sur le plan mondial, hein, je crois que je l'ai compris, ça y est, c'est pas que moi ma petite personne qui galère énergétiquement. Et j'ai compris avec à force d'échanger que c'était mondial et que en tout cas beaucoup dans notre communauté, ça c'est sûr. Et la terre ici me permet de décharger. Donc les énergies de Copangan nécessitent une forte présence, mais elles aident aussi beaucoup à décharger naturellement. Donc je me sens aidée. L'île en fait m'aide. Il y a ça qui se joue. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment des énergies différentes évidemment d'un endroit à l'autre et des énergies qui nous soutiennent plus que d'autres à certains moments de notre vie. Et je sais que dans mon parcours personnel, donc j'ai passé beaucoup de temps à Koh Phangan, à Bali, en Inde, et je sais que l'énergie de cette terre en fait m'a énormément portée, m'a énormément soutenue dans mes processus. Et je pense que si on sent l'appel et si on a la possibilité, je pense que c'est vraiment important de suivre l'appel des terres qu'on sent pourraient nous soutenir en fait dans nos processus. Donc si vous nous écoutez et que ce qu'on est en train de vous raconter vous fait rêver, suivez vos rêves. Tu sais, il y a une, je sais pas si c'est chez les bouddhistes ou je sais plus qui dit ça, que quand on est en paix à l'intérieur de nous, on peut être en paix n'importe où. Que ce soit en prison, n'importe quelle terre, etc. Et moi, cette croyance-là, elle est venue, elle a été totalement dissoute à Koh Phangan. C'est-à-dire que moi, quand je vais en France, c'est lourd énergétiquement pour moi. C'est une terre. Alors, je suis française, je reviendrai en France sans doute à un moment, et j'aime la France, j'aime sa puissance énergétique. Mais le fait qu'elle soit un peu plombée dans ses énergies, que tous les potentiels ne soient pas déployés, je voyais que c'était pas aligné par rapport à moi. Et en fait, de dire on peut être en paix dans n'importe quel environnement, je suis pas d'accord avec ça parce que moi, je peux avoir des phases de mélancolie en France que je n'ai pas à Koh Phangan, alors que je vis des initiations, mais des challenges de dingue à Koh Phangan. Enfin, des fois, je me prends des charges et je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais j'ai une capacité de transmutation, de réalisation, d'épanouissement qui est beaucoup plus forte. Mais je pense effectivement l'énergie collective impacte, et donc forcément quand l'énergie collective est dans une certaine orientation, je pense qu'il faut être un sacré niveau d'ancrage pour ne pas se laisser emporter. Et je pense qu'il y a quand même effectivement dans différents pays, il y a différents types d'énergie. Et clairement, moi je sens beaucoup plus de légèreté en Thaïlande, à Bali,
les habitants, les personnes. Donc je sens qu'il y a une énergétique qui est complètement différente et qui moi me correspond mieux aujourd'hui dans ma phase de vie. Alors, Koh Phangan. Et donc, du coup, tu as décidé même d'organiser une retraite récemment. Donc, la retraite, je crois qu'elle s'appelait Leader Allumé aussi, c'est ça? Elle s'appelle Cosmic and Orgasmic Leaders. Voilà. Mais c'est le processus des leaders allumés que je propose dans le cadre de la retraite. Donc, c'est une retraite à Koh Phangan qu'on a faite là il y a une semaine. Elle s'est terminée, aujourd'hui même. Elle s'est terminée pile poil il y a une semaine. Et ça faisait il y a 2 ans, j'avais organisé une retraite mais avec des clientes. Mais sinon, d'organiser des retraites comme je le faisais avant, c'est depuis le Covid que j'avais pas réorganisé de retraite. Et c'était tellement bon de revenir dans dans ce lien en présence, de toucher les corps, d'être ensemble. La retraite, en plus, il y a eu un problème de date que personne n'a capté. On ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, la retraite était du 20 au 28, donc ça fait 9 jours. Ça fait pas 8 jours, donc on est resté 9 jours ensemble. Et en fait, c'était assez long le process et en même temps très court, très beau. Il y avait 3 grandes phases dans la retraite. Il y avait la phase purification des corps. Donc, on a travaillé beaucoup en énergétique. On a fait aussi ice bath, donc bain glacé, sauna. Vraiment revenir à l'intérieur de soi c'est une retraite de leadership. Donc, c'était important. Puis moi, je suis une ancienne naturopathe. Donc, moi, la partie santé, elle est très, très, très importante. Piloter des projets d'envergure avec un corps qui ne suit pas, un véhicule qui ne suit pas, c'est dommage ou qui n'est pas à son plein potentiel. Donc là, on a vraiment travaillé sur le corps, libérer les charges et restructurer pour ensuite aller vers la deuxième étape qui était designer la vie de ses rêves, partir de soi, de ce qu'on a besoin de réaliser. Et ensuite, la troisième étape, designer le business de ses rêves. Et c'était beau de le faire à Koh Phangan parce que on m'a demandé si j'allais la faire ailleurs, cette retraite. Et je suis pas sûre que sur ce thème-là, ce soit ailleurs, parce que c'est Cosmic Orgasmic Leaders. La partie cosmique, je pourrais la faire ailleurs, tu vois, en Égypte, à Bali. Mais la partie orgasmique, les terres de Koh Phangan sont tellement comme ça qu'il y a eu, tu vois, c'est vraiment le jouir de la vie. Et en plus, là, il y avait des participants qui venaient de France, de Belgique et d'autres de Koh Phangan. Donc, il y a eu un mélange comme ça. Et tu vois, le troisième jour, on est allé en ecstatic dance, donc du coup qui sont des rencontres où on va pour danser, où personne se parle, mais on danse à fond et on vit des processus même c'est un peu, pour moi, les DJ estatiques sont un peu des chamans en fait. Ils nous embarquent dans différentes explorations de l'être, on pourrait dire ça comme ça. Et je voyais les participantes qui étaient là, il y en avait même une qui dansait à fond sur l'enceinte alors que c'est quelqu'un qui est hyper introspectif et plutôt timide, tu vois, plutôt shy et elle dansait à fond et on était là et on s'est regardé, mais c'est des choses qui le fait de le faire sur cette île-là, ça nous connecte à une énergie. Je pense que ça aurait nécessité plus de temps de se connecter à cette énergie en France, ou en tout cas plus de temps sur l'aspect mental pour expliquer pourquoi on va dans cette énergie, ce qu'on va faire pour rassurer le corps et les processus, que là, l'île, elle vient directement, elle vient amener ça dans son énergie. On peut pas passer à côté, en fait, quand on y est. Et donc, c'était beau. Et tu vois, sur la partie business, moi, je les ai vus s'élever. On a fait un jeu, parce que moi, j'adore les jeux. J'adore aller dans des processus énergétiques puissants où, là, on a travaillé sur les plus grandes peurs. Donc, il y a eu des moments de guérison, de cris, de pleurs, mais qui étaient contenus, parce que c'est pas une retraite thérapeutique. On utilise la thérapie pour impacter, mais c'est pas thérapeutique. Et il y a eu des processus puissants. Et à côté du jeu, sur la partie business, tu vois, par exemple, on a fait tu connais l'émission Qui veut être mon associé en France? Non, je ne suis rien d'émissions en France depuis 20 ans. Eh ben, c'est une émission je pense pas que ce soit de la télé-réalité, mais un peu quand même. C'est une émission où, sur M6, où là, il y a plein de saisons qui passent et c'est vraiment les entrepreneurs dans le milieu des startups qui viennent. Ils passent devant un jury avec des personnalités connues du monde de l'entrepreneuriat et ils doivent pitcher leur projet pour que les investisseurs investissent dans leur projet. Moi, j'adore cette émission. C'est vraiment, moi, je kiffe. Et du coup, on a fait un Qui veut être mon associé où on a bossé sur les projets de chacun, les projets dans leur entreprise, en fait, et leur modèle économique, etc. Et chacun passait avec sa vision, son modèle économique, et devant nous, le jury. Et ensuite, on posait des questions et on était vraiment dans une posture de investisseur un peu. Ok, est-ce qu'on croit en ton projet? Qu'est-ce qui manque comme info, etc. Et moi, j'adore mélanger la partie feu sacré, exploration de l'être orgasmique, la partie connexion au divin où on part sur différentes sphères, mais ensuite on descend dans la matière
pour ok, on est venu sur Terre pour créer des projets et impacter le monde, bah on joue le jeu. On va pas rester à tirer des cartes d'oracle toute la journée, tu vois. Est-ce que du coup, ce que tu as partagé comme étape, est-ce que ça fait partie de ta méthodologie des leaders animés? Parce que tu m'as parlé avant le podcast que tu voulais vraiment baser toute ton activité autour de cette méthodologie. Est-ce que c'est ça la méthodologie? Je l'ai réuni, ouais, je l'ai simplifié en 3 phases, mais la méthodologie c'est 8 étapes. Et il y a vraiment la partie prendre soin de son corps et de son temple intérieur, où là c'est toute la partie pour moi qui est naturopathique sur le plan détox des corps physiques, mais aussi des corps bien sûr émotionnels et puis des corps énergétiques sur plusieurs plans. Parce que moi j'adore travailler aussi en thérapie énergétique avec la voix dont j'en parle souvent, mais qui est proposée par Renato Pappalardo, qui est mon mentor, où on travaille avec la magie des rayons sacrés, qui sont des intelligences spirituelles qui vont descendre sur le plan terrestre pour nous accompagner en fait. Donc on travaille beaucoup là-dedans. Ensuite, il y a toute une partie, la deuxième étape, c'est maîtriser son mental. On est dans une société aujourd'hui qui a été construite sur, on a tout le temps des publicités, des sollicitations. Il y a plein de choses où on a des égrégores, des schémas, des nuages de pensée qui arrivent vers nous comme ça en permanence, et on peut se faire prendre. Et donc pour moi, c'était important de, ok, avant d'aller vers tes rêves, pour ta vie, pour ton business, d'apprendre à maîtriser le mental, parce que comme dans la méthode que je propose, il y a de la manifestation. Si on commence à avoir des pensées qui sont pas les nôtres, on chope des pensées extérieures, ou nous-mêmes on va nourrir des pensées de notre ancien nous, des pensées plutôt limitantes, en fait on va manifester une vie de merde. Et donc du coup l'idée c'était vraiment apprendre à fortifier la pratique du mental. Après il y a une troisième étape qui est plus le voyage dans le cosmos. Pour moi, je me sens pas terrienne, voilà. Et je sens que les personnes que j'accompagne ne sont pas des terriens, pour être tout à fait transparente. Je sens qu'on est venu sur Terre et que c'est une visite qu'on est venu faire sur Terre, parce que la Terre a besoin d'être réensemencée avec des nouvelles fréquences énergétiques, on peut se dire des nouvelles visions du monde. Et on ne peut pas, pour moi, créer un nouveau monde et créer la Terre en écoutant trop les énergies de la Terre. Ça nécessite sans cesse d'aller dans l'espace du cosmos pour écouter, ok, quelle est à la source, quoi. Quelles sont les énergies qui ont besoin d'être descendues sur le plan terrestre. Et donc ça, c'est un muscle à créer. Ça se fait pas n'importe comment. Quand on va dans le monde de l'invisible, on peut aller n'importe où. Et puis on peut se perdre, et puis on peut voyager, et puis on peut oublier de ce qu'on est venu faire sur Terre. Donc ça nécessite une maîtrise. Donc il y a cette étape-là pour moi qui est hyper importante, d'apprendre à voyager dans le cosmos, d'aller dans les bons endroits et de redescendre les bonnes énergies. Et quand on va dans le cosmos, on a vraiment, il y a des notre âme vient du cosmos en fait, et elle a été l'âme ici humaine au niveau du cœur, elle est là, mais elle vient d'ailleurs, et on a besoin de reconnecter l'âme sur le plan de la Terre à l'âme sur le plan du cosmos. Donc il y a vraiment redescendre sa vocation d'âme sur, ok, j'ai choisi de venir sur Terre. Pourquoi je suis venue sur Terre? Ce qui pourrait s'apparenter à la mission de vie, que certains appellent mission de vie, où en fait on s'en fout de ce que c'est, de ce que c'est appelé. C'est juste quand on écoute notre âme, on sait très bien qu'au fond de nous, on n'est pas juste des touristes en fait. Et donc il y a cet aspect-là qui est important. Donc dans la 4e étape, j'ai clarifié ma vocation d'âme, sachant que des fois c'est clair, des fois c'est pas clair, mais comment j'avance même quand c'est pas clair. Ensuite il y a la réactivation du feu sacré, parce qu'une fois qu'on est parti dans le cosmos, c'est comment j'utilise l'énergie de la Terre, l'énergie du feu sacré à l'intérieur de mon bassin pour avancer, donc l'énergie sexuelle. Il y a la partie après business sur vraiment comment je déploie ma vocation d'âme, comment je passe les initiations, qui est la 7e étape, parce que tout le monde a des initiations, et je pense que aujourd'hui, quand on veut se déployer dans le monde, si on n'a pas cette capacité à passer les initiations, on est mal barré, parce que des challenges, il y en a à chaque instant, de plus en plus, surtout si on prend la décision dans ce rôle d'aller chercher des fréquences et de les descendre, forcément la matière va venir impacter, va venir bloquer. Donc à un moment, c'est comment j'apprends à être maître dans ça et de tenir la fréquence. Et après, la dernière étape, c'est vraiment son rôle de guide sur Terre et son rôle de CEO, de dirigeant. Donc c'est tout un cheminement en fait en 8 étapes qui pourrait être apparenté comme une trajectoire horizontale, mais c'est beaucoup plus en spirale en fait. Des fois, on va sur une étape, on retourne, on repart sur une autre. C'est une exploration de l'être. Merci Amandine, c'est fascinant et je trouve ça vraiment
crucial en fait de relier dans notre activité à la fois des aspects qui sont donc nous concernant, les aspects qui sont en lien avec notre humain, donc les limitations qu'on peut rencontrer ou qui peuvent nous porter. Je pense que beaucoup des personnes qui rencontrent un succès que moi j'ai envie de vivre ont un corps qui est sain, prennent soin de leur corps au niveau de l'alimentation, au niveau de l'activité physique, on travaille sur leur mindset, travaille sur leur émotionnel, donc travaille sur l'humain. Et je pense que aussi beaucoup des personnes qui apportent des choses qui impactent connectent aussi avec. Donc c'est pas juste moi de ma petite tête, je vais pondre des choses, je vais pondre des programmes. C'est beaucoup relié avec l'intuition, les choses qui nous viennent, la connexion avec un champ de créativité. Et je pense que c'est important de relier bien les deux dimensions, à la fois l'humain que nous sommes et à la fois l'aspect pas humain, donc cosmique, ce qu'on veut, notre âme, on peut appeler ça de plein de façons différentes, mais je pense que c'est vraiment essentiel de réunir les deux aspects. En fait, ça me fait penser que je pense qu'aujourd'hui, donc la société, elle vit plein de crises. Si on veut apporter des solutions sur la même fréquence, on n'a pas forcément besoin d'aller dans le cosmos. Si on veut, et donc du coup, on n'a pas besoin d'aller dans le cosmos et on a moins besoin d'avoir enfin, bien sûr que si, on a besoin d'avoir un véhicule qui fonctionne bien et puis les idées claires et des capacités intuitives, mais moins besoin. Parce qu'en fait, on répond au monde à partir du même niveau. Que quand on décide d'être ces porteurs d'espoir pour demain, de ce rôle, moi je parle de prêtre et de prêtresse, c'est ça, c'est je vais chercher des fréquences, je les redescends et je réensemence la terre. Quand on décide ça, et qu'on décide de travailler avec l'invisible, là, c'est nécessaire en fait de prendre soin de son corps parce que sinon, on va créer des failles qui vont faire qu'on va être en lien avec des énergies qui sont pas forcément les bonnes. Et donc, du coup, c'est moi quand tu disais ouais, je suis inspirée par les personnes qui m'inspirent et qui ont des gros succès. Je pense que c'est aussi beaucoup parce que c'est des créateurs du nouveau monde et qui savent très bien qu'ils ont besoin d'un corps qui soit le véhicule de l'âme. Et l'âme, elle a besoin d'être dans un endroit qui est propre. C'est intéressant parce que cette question de la nutrition, donc quand tous les changements de vie ont commencé pour moi, c'est la première chose qui est venue, mais pas d'un espace de mental, de il faut que je mange ci ou que je mange ça. Très intuitivement, en fait, il y a eu un changement total de mon alimentation, donc j'ai complètement enlevé la cigarette, le café, l'alcool, la viande. J'ai commencé à manger de façon beaucoup plus saine, donc tout ce qui était pas sain, c'est même pas, mon corps n'avait même pas d'envie en fait d'avoir ça, de consommer ça. Et tout ça a été hyper guidé. Donc en fait, ça a jamais été des décisions. Et je sens que tu vois, en termes d'alimentation, ça continue à me guider en termes de style de vie, en termes de quoi a besoin le véhicule humain. Comment est aujourd'hui ta petite routine soins? Donc je sais que je vois régulièrement tes petites stories sur Insta de ice bath, de gym, de tout ça. C'est comment aujourd'hui? Justement, le fait que je sois sur une île où il y a un accès facile pour prendre soin de soi, c'est génial. À chaque fois que je reviens en France, je prends du poids avec le vin et le fromage. et je suis beaucoup plus tentée, tu vois. Ici, je suis moins tentée. Et donc, c'est plus simple pour moi. Donc, déjà, je jeûne beaucoup ici. Je mange pas tout le temps. Tu vois, là, j'ai mangé il y a 7 ou 8 heures et je vais peut-être remanger un tout petit peu ce soir. Mais donc, du coup, je ne suis pas dans un excès d'alimentation. Je viens pas combler énormément de choses, en tout cas, avec l'alimentation. Donc ça, c'est plutôt sain. Je fais beaucoup de bains glacés. Pas quasiment tous les jours, pas tous les jours, mais beaucoup. Donc ça me permet, pour moi, c'est génial parce que j'ai beaucoup de feu à l'intérieur de moi, donc ça permet de calmer le feu. Ça permet de canaliser mon mental aussi. Et puis, ça va agir sur le plan du système immunitaire. Ça va agir sur différentes couches au niveau de la santé. Bains glacés, sauna. Là, j'ai ma coach sportive qui était partie. Ça y est, on va recommencer là dans quelques jours. Moi, j'aime pas faire du sport toute seule. Et le sport, faut que ce soit drôle et fun. Donc là, elle revient et on va refaire et je vais rekiffer. Ça m'a vraiment fait du bien de restructurer mon corps qui manquait de structure à un moment parce que j'avais abandonné le sport. Et ça, c'est un message que j'ai envie de passer, c'est-à-dire que des fois on se dit j'ai pas envie de faire du sport parce que c'est chiant, etc. Mais en fait, je pense qu'il y a un moyen parce que le sang a besoin de circuler, quoi. Et je pense qu'il y a un moyen de faire en sorte que ce soit drôle. Donc moi, j'ai trouvé une coach avec qui on s'éclate et on fait beaucoup de blagues et donc du coup le sport devient drôle. Le fait d'aller aussi à la plage quasiment tous les matins, tu vois, je vais à la plage et je vais faire mes pratiques énergétiques, non pas en mode oui Amandine, faut que tu fasses tes pratiques énergétiques, discipline ou quelque chose qui est très
un peu contrôlant, tu vois. C'est juste que j'en ai besoin, en fait. C'est que ça me nourrit et que je me dis, c'est tellement bon. Et donc ça, je pense que ça m'aide beaucoup. Après, en ce moment, je traverse, là, ça va rassurer toutes les personnes qui écoutent. Parce que si les personnes se disent, waouh, elle a un mode de vie, elle prend tellement soin d'elle, mais moi, je culpabilise, je suis pas à ce niveau-là. Et ben là, je vais vous donner 2-3 trucs pour ne plus culpabiliser. Moi, j'étais une fumeuse avant, beaucoup plus jeune. Et j'ai arrêté de fumer très naturellement, voilà, quand j'ai commencé mon chemin spirituel. Un peu comme ce que tu dis, en fait. C'était naturel, j'avais plus envie, quoi. Et là, depuis quelque temps, je pouvais refumer de temps en temps. Ou alors une clope le soir avec un verre de vin, ou des choses un peu comme ça, pas tous les soirs, mais je sors une fois dans la semaine, paf, et la cigarette. Donc je pouvais avoir un paquet. Et là, depuis quelque temps, c'était pas le cas à Bali, parce que Bali, j'étais pas dans une énergie où la cigarette était là, mais depuis que je suis revenue à Copenhague, je peux fumer 4 à 5 cigarettes par jour, ce qui est énorme. Pour moi, c'est vraiment, je ne comprends pas. Donc des fois, je m'arrête pendant une semaine, 10 jours, tu vois, c'est pas constant. Moi, je suis une ancienne addict, donc je ne m'oblige pas à arrêter quelque chose, parce que je connais très bien les addictions. Quand on s'oblige à arrêter, il y a un travers derrière. Donc du coup, je vais plutôt me nourrir sur d'autres plans et ne pas m'obliger à arrêter quelque chose. Je vais me dire, ok, là, il y a un truc qui dysfonctionne, qu'est-ce qui dysfonctionne, et je vais regarder. Et donc il y a ça qui se joue en ce moment pour moi sur le plan de la santé, où je sens que c'est pas totalement bon. Et en même temps, ça vient m'apporter de la douceur, ou Amandine parfaite qui fait tout correctement. Ça peut apporter de la lourdeur chez moi, qui suis un être assez volatile et tout feu tout flamme. Donc j'essaye aussi de me dire, ok, là il y a ce plan-là sur lequel c'est pas tout à fait ok, et je vois très bien ce que c'est en train de relier par rapport à ma vie d'avant, ce que je suis en train de traverser. Et vu que je traverse des challenges très compliqués, j'ai envie de me lâcher un peu la grappe dessus. Mais du coup, ce que je fais, c'est que, tu vois, par exemple, je vais faire plus de massages pour moi, ou je vais regarder ce qui me manque et ce qui fait que je suis en train de créer cette situation. Et à chaque fois que je regarde ça, je me dis, bon, Amandine, ça va, de toute façon, tu te connais. Il y a un moment, je vais arrêter. Tu vois, naturellement, parce que je serai nourrie sur d'autres plans. Donc voilà, si ça peut aider chacun à déculpabiliser par rapport à nos failles humaines. Non, c'est important, effectivement, dans un certain moment, de se lâcher la grappe. Donc, sur des trucs qui sont pas terribles, de se dire, ok, je tolère parce que je sens qu'il y a une partie de moi qui a besoin de ça. Et je pense que c'est effectivement important. Surtout quand il y a des gros challenges émotionnels, quand on traverse énormément de choses. Se lâcher la grappe, c'est bien. Donc ça aussi, les challenges émotionnels. Comment tu gères tes challenges émotionnels? Parce que je pense que dans une vie d'entrepreneur, ça fait partie de la vie de tout le monde d'ailleurs. Chaque être humain, il y a des hauts, il y a des bas. Mais je pense dans l'entrepreneuriat aussi, les choses aussi peuvent se mélanger avec notre activité, parce que quand on est employé et qu'on a des challenges émotionnels, il y a une certaine obligation extérieure qui fait que voilà, on doit quand même faire ce qu'on a à faire. Alors que quand on travaille pour soi et que notre seule obligation c'est envers nous-mêmes, ça peut aussi avoir un impact qui peut être plus grand, parce que du coup on peut vraiment se sentir un peu absorbé par certaines choses. Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'arriver? Comment tu gères en fait tes challenges personnels avec ton activité? Est-ce que tu as des conseils, des recommandations? Je suis très contente de parler de ce sujet. Et je vais aller directement dans un exemple concret qui va parler à beaucoup de monde. En ce moment, on est entre nous, je suis amoureuse de quelqu'un qui ne m'aime pas sur le même plan où j'aimerais qu'il m'aime. Donc j'ai cet amour, on s'aime sur un autre plan, et ça, il y a pas de doute. Ça, c'est très beau et c'est très nourrissant sur un autre plan, mais sur le plan Amandine, humaine, Amandine, personnalité qui a envie d'avoir son partenaire de vie, d'être chouchoutée, d'être chérie, d'être dans une abondance de relations humaines, je suis pas nourrie sur ce plan-là, et je suis plutôt en peine de cœur. Et donc, ça évolue beaucoup, et je sens que je suis en train de grandir par rapport à ça, et notamment revenir à moi et mes besoins. En fait, c'est ça que cette relation, elle m'apprend là. C'est qu'est-ce qui fait, Amandine, que tu donnes autant d'énergie à cette personne sur ce plan-là où il ne veut pas. Tu vois, il y a ce truc j'ai une petite détermination. C'est une des grandes qualités des entrepreneurs, la détermination, mais il y a des endroits où à un moment faut lâcher, quoi. Et donc j'ai mal au cœur. Et j'ai très souvent, et j'ai regardé un reportage là quand j'étais dans l'avion, d'un documentaire ils ont observé, donc des scientifiques, que les personnes qui ont des peines de cœur, il y a une modification du ventricule, je sais plus lequel, au niveau du cœur,
qui fonctionne moins bien et qui est totalement comme s'il était anesthésié et le sang pulse moins. Et donc j'ai vraiment une perte de cœur, j'ai mal en fait. Et donc ce qui se passe, c'est que moi ça impacte ma vie, ça impacte là tu vois, j'ai eu cette peine de cœur qui est remontée cet après-midi, j'avais un rendez-vous client. Et donc moi alors heureusement que j'ai des rendez-vous clients et c'est là où je me dis merci mon entreprise de m'aider à pas tomber dans ce truc quoi où je pourrais me morfondre toute la journée. C'est que du coup je suis revenue, j'ai fait une pratique, je travaillais avec le rayon vert, je travaillais avec les rayons, tac pour revenir dans mon centre. Et tu vois, je pense que mes clients ne le savent même pas parce que des fois je partage, mais il y a un moment là il se passe beaucoup de choses, je vais pas toujours leur partager que c'est compliqué. Et là, tu vois, on est arrivé et tu m'as demandé comment ça allait. J'ai dit ah oui, ça va. Et je t'ai répondu. Et je vois bien que j'ai un visage qui est plutôt rayonnant et que les personnes ne peuvent pas savoir et deviner qu'il y a des parts de moi qui meurent de l'intérieur en fait et que j'ai mal. Et mais parce que je pense que du coup, je pratique beaucoup pour rester dans mon centre. Il y a des moments où je me morfonds. Hein. J'ai vraiment. Je suis accompagnée aussi. Alors heureusement, je sais pas comment les gens font aujourd'hui pour ne pas. Je vois certaines personnes qui ne sont pas accompagnées. Moi, j'ai plein d'accompagnants. Je traverse tellement de challenges, je me vois même pas faire le travail seule, je pourrais pas. Et donc du coup, comment je gère ? Eh ben, je sens que mon entreprise, elle a eu moins de disponibilité. Enfin, là en ce moment, j'ai l'Éther d'Alma. Moi, j'ai un lien très fort avec mon entreprise, l'Éther d'Alma, où elle m'appelle et elle me dit Amandine, j'ai besoin de toi. Amandine, j'ai besoin de toi. Et en fait, c'est même touchant parce que je la vois. C'est pas mon enfant, mon entreprise, mais j'ai quand même un rapport un peu comme si c'était un enfant. Et c'est à la fois mon enfant, mon guide, c'est mon tout, mon entreprise, mais enfin sur le plan de l'entrepreneuriat, hein, pas sur les autres plans. Et mais il y a un truc où elle m'appelle et c'est beau. Et là en ce moment, je suis en train de revenir dans les projets et de voir à quel point, mais je me sens tellement nourrie par mon œuvre parce que c'est pas juste une entreprise, c'est une œuvre et c'est un impact sur le monde. Et je me dis mais merci de m'aider à pas tomber trop loin dans tous ces travers amoureux, pour que je puisse continuer à être dans ma posture de guide qui est, je pense, le rôle qui me nourrit le plus dans ce monde, celui qui me fait travailler avec des énergies qui sont les plus gracieuses, les plus belles, les voilà. Et en même temps, j'ai envie de continuer à m'ouvrir sur le plan amoureux. Et je suis très contente de cette rupture amoureuse toute seule, parce que je suis en train d'être en rupture amoureuse seule. c'est une blague avec mes amis. Je suis seule. Et mais c'est beau parce que je sais pas. Il y a un truc qui est très, mais tu dois peut-être le voir en ce moment, c'est que on galère. Il y a beaucoup d'initiations et en même temps cette capacité à avoir mal, à atteindre des niveaux de douleur qui sont waouh, comment c'est possible, et en même temps à garder un centre, une structure. Je me suis trouvée déstructurée, mais un certain centre. Ça te parle ou pas ? Carrément. Écoute, j'ai passé un mois d'août et un mois de septembre absolument terrible. Donc, j'étais vraiment au fin fond du seau. Et en même temps, il y avait un truc en moi qui allait parfaitement bien. Donc, il y a vraiment les deux côtés. Mais je trouve que ça, tu vois, pour moi, Amandine, c'est le résultat de tout le travail personnel qu'on fait. Parce que si je compare, par exemple, des phases de difficultés que je traversais quand j'avais 17 ans, quand j'étais effondrée, j'étais entièrement effondrée, en fait. Il y avait aucune partie de moi qui allait bien. J'étais au fin fond de la dépression. Et il n'y avait pas cette partie qui était là et qui embrassait l'ensemble. Aujourd'hui, je vois, en fait, à chaque fois que je traverse une difficulté, oui, c'est difficile, oui, c'est compliqué, c'est pas devenu plus facile, mais il y a une partie en moi qui est capable de tenir tout ça. Il y a une partie en moi qui se sent complète, qui se sent tout va bien en fait pour elle. Et ça change la donne pour moi. Et du coup, ça fait que la vie peut être une succession de ça va bien, ça va pas bien, ça va super bien, ça va super pas bien. Et en fait, il y a quand même cette constante qui est toujours là et sur laquelle je sais que je peux m'appuyer. Donc oui, carrément, ça me parle. Tu sais, il y a eu dans la relation que j'ai là, qui est tumultueuse pour moi à vivre, très nourrissante sur un plan, mais sur un autre plan qui me, je me sens fragile. J'ai dit à la personne, en fait, à la personne avec qui je suis en relation, je lui ai dit, mais en fait, je me sens fragile. Enfin, il y a quelques semaines, je lui ai dit, là, je me sens fragile et je suis en danger. Et en fait, j'ai trouvé, tu vois, sur ton podcast, tu parles de souveraineté et donc de leadership, et je me suis beaucoup émue moi-même, d'observer à quel point là j'avais comme une entité, enfin comme Amandine avec mon moi supérieur en quelque sorte, qui est capable de voir Amandine l'humaine et de dire là, Amandine humaine est en danger, on a besoin de prendre soin d'elle. Donc j'ai dit bah ça c'est possible, ça c'est pas possible dans la relation, mais là j'ai besoin de prendre soin de moi parce que je me sens en danger. Et j'ai trouvé ça beau. À la fois j'étais triste pour moi de me dire mais waouh, cette part-là elle souffre,
mais d'être capable de reconnaître que là, il y a besoin de poser des limites, que ce soit juste ou pas pour l'extérieur, on s'en fout en fait. C'est juste que moi, comme je l'ai dit au tout début, mais comme j'ai été toxicomane à l'héroïne, il y a un endroit où je sais que je ne peux pas avec la vie trop loin. C'est-à-dire que même si avec tout le chemin parcouru, je pense pas que je retomberai dans l'héroïne, mais j'ai une capacité d'autodestruction chez moi qui est très forte et je la connais. J'ai joué avec, c'est bon, je vais pas repartir là-dedans. Il y a les deux, il y a la capacité de construction et de destruction. J'ai les deux qui sont à leur plein potentiel. Mais donc du coup d'être capable de poser la limite et de dire là c'est pas OK, et d'avoir dit à plusieurs personnes autour par rapport à ce qui se passait dans les jeux humains, oui, OK, sur le plan de l'âme, il se passe peut-être tout ça, OK. Mais sur le plan de Amandine, la personnalité humaine, là, moi j'ai besoin de prendre soin d'elle et je demande à mon entourage, prenez soin d'elle. OK, c'est un trauma peut-être qui répond. OK, je suis peut-être pas à cette fréquence-là, mais prenons soin ensemble de cette part-là, en fait, de l'humain. Je suis 100% d'accord. Je pense que c'est très important de prendre soin de notre humain, de notre humaine dans toutes les circonstances. Et même s'il y a d'autres parties en nous, c'est important quand même de prendre soin de nos parties fragiles. Donc moi, je sais que ces 2 dernières années, j'ai été beaucoup en contact avec ma part fragile. Et c'est intéressant parce que là, c'est ma part forte qui a repris un peu les rênes ces derniers mois. Et du coup, je me sens bien parce que du coup, la part forte est revenue. Et ça me donne aussi beaucoup d'amour et de compassion pour toutes les parties de moi. Donc à la fois la part fragile et à la fois aussi la part forte qui m'aide en fait, qui m'a toujours portée, qui m'a toujours sorti des situations difficiles. Donc parfois ce qu'on peut entendre, c'est que cette part forte, faut la mettre de côté, mais moi je dis merci en fait à cette part forte qui m'a aidée dans les moments les plus difficiles de ma vie, qui a fait que j'ai pu me sortir, et que même aujourd'hui en fait, elle a fait que j'ai sorti la tête de ma dépression d'il y a 2 mois en fait, où là ça va beaucoup mieux. Donc je pense que le chemin pour moi, c'est vraiment comment est-ce que je peux accepter toutes les parties de moi, les parties qui sont fortes, les parties qui sont fragiles, mais aussi accepter les parts fortes, ne pas les mettre de côté en se disant tu n'es pas la bienvenue ici maintenant. Et tu dis ça, Rubina, ça m'interroge sur la part forte. Est-ce que tu dis ça, est-ce que c'est en lien avec le milieu du féminin où on va un peu juger la part forte? Alors, moi je disais pas ça en lien avec ça, mais on pourrait faire le lien, parce que c'est vrai que quand on va commencer tout le travail autour du féminin, ce qui va être invité, c'est vraiment tout le travail autour de la réceptivité, de la douceur, de l'ouverture, de tout ça, quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui vivent dans un monde où elles ont dû faire appel à d'autres qualités. Et en fait, moi, ça m'énerve d'entendre tout le truc de il faut pas être comme ça, il faut pas être comme si, les femmes sont trop ci, comme ça. En fait, la raison pour laquelle les femmes sont comme ça, c'est parce que les circonstances de vie les ont forcées à être comme ça. Moi, j'ai pas choisi d'être une femme forte et indépendante. C'est pas un choix que je porte en étendard. C'est les conditions de la vie qui m'ont amené à ça. Et si les conditions de la vie m'amènent autre chose, je serais plus qu'heureuse d'être dans ma réceptivité, ma flottaison et mon ouverture. Mais tant que ces circonstances de vie ne sont pas là, je dis merci à toutes mes parts fortes. Ça, tu sais, j'ai envie de vous partager quelque chose quand tu dis ça. C'est que j'étais avec des amis la semaine dernière et on parlait de la colère. Donc moi, dans la relation que j'ai en ce moment, une des choses qui peut brusquer la personne avec qui j'ai un lien, c'est quand je me mets en colère. Ça peut lui faire peur, en fait. Et moi, je lui ai déjà partagé que parfois, j'ai l'impression d'être un monstre quand je me mets en colère, alors que cette colère, j'en ai besoin. Elle est là pour protéger quelque chose en moi et qu'elle est pas contre la personne, mais qu'elle est vraiment... j'ai besoin, et surtout, si je sens que je suis un monstre quand je suis en colère, ça me met encore plus en colère. Donc là, on évoquait comment faire, etc. Moi, par exemple, si je suis en colère, c'est me prendre dans les bras, en fait. Parce que du coup, ça ralentit un peu et il se passe ça. Et là, surtout que c'est une relation qui vient toucher à mes plus grandes blessures. Donc dans la vie courante, même si je suis quelqu'un de très colérique à la base, j'ai tellement cheminé sur moi que aujourd'hui, je ne suis plus dominée par la colère. C'est plus moi qui vais la dominer et m'en servir comme une énergie de vie. Mais là, je suis dans une situation où je suis ultra vulnérable. Et en fait, on en parlait avec des amis et notamment, il y a une personne qui disait, bah oui, mon compagnon non plus, il est pas à l'aise quand je suis en colère. Et je me suis rendu compte que, en fait, quand on échangeait là-dessus, qu'on était beaucoup de femmes à être vraiment en colère ou alors à cacher la colère, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être très douces et très calmes, mais qui en fait envoient des charges déguisées, tu vois. Donc il y a de la grosse colère derrière.
et que c'est comme si les hommes aussi étaient invités à accueillir notre colère et à arrêter de chercher la femme douce et parfaite et qui comprend tout. Moi, c'est pas moi de toute façon. Et il y a et ça peut se transformer, tu vois, parce que plus je me sens en sécurité et accueillie dans ma colère, moins je suis en colère. Donc ça peut se transformer. Et c'est aussi à moi de communiquer là-dessus. Et il y a une chanson en ce moment de Clara Issé, je sais pas si tu connais, qui s'appelle Douce. C'est une chanson française et qui dit « Toi qui crois que je suis douce, respecte quand je te repousse. Et si tu savais la haine qui coule dans mes veines, tu aurais peur, tu aurais peur. Si tu savais la chienne que je cache à l'intérieur, tu aurais peur, tu aurais peur. » C'est vraiment une chanson sur les ombres un peu du féminin. Et je l'ai fait écouter d'ailleurs cette chanson à cette personne. Il m'a dit « Mais pourquoi tu m'as pas fait écouter cette chanson plus tôt ? Parce que je comprends pourquoi j'ai peur. » Et je me suis dit que, en tout cas, en tant que, tu vois, sur la part forte des femmes, où il y a aussi la colère, un ami m'avait dit, la colère, c'est la gardienne de l'amour, Amandine. Arrête de te reprocher d'être en colère. La colère, c'est la gardienne de l'amour. Ça, c'est le côté lumineux de la colère. Et je pense qu'il y a aussi cette part beaucoup à accepter et qu'elle pourra diminuer si on l'accepte, en fait. Merci beaucoup pour ce partage parce que ça fait résonance aussi avec mon expérience de ma relation, ma dernière relation qui s'est terminée, parce que la colère a été un souci majeur, ma colère a été un souci majeur. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ma vie de tous les jours, je suis pas une personne qui est dans cet état de colère. Mais dans cette relation, cette colère était suractivée. Et en fait, ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que les choses sont toujours dans une dynamique. Et nos émotions émergent de l'interaction qu'on a. Donc, et effectivement, l'interaction dans cet effet dynamique va faire émerger certains aspects de nous. Et ce qui est intéressant du coup à regarder, c'est pourquoi en fait la colère se manifeste dans cette situation. Et très souvent, il y a des raisons en fait. Donc parfois, c'est pas tant l'ampleur des choses, mais parfois c'est aussi la répétition. En tout cas, je sais que dans mon cas, dans ma relation, quand la colère était constamment présente, c'est pas des grosses choses, mais c'était la répétition de petites choses constantes. Et en fait, j'étais pas entendue dans ce que j'étais en train de dire, j'étais pas entendue dans ce qui m'était important. Et donc du coup, la colère en fait, elle se manifestait pour que je sois entendue. Et ce qui est intéressant aussi, tu vois, ce que tu mentionnais, c'est que le compagnon en question, il avait une grosse difficulté aussi à être en contact avec sa propre colère. Un totale déconnexion. Et forcément, quand une personne est en totale déconnexion de sa colère, la colère de quelqu'un, c'est terrifiant. Surtout quand c'est en lien avec des souvenirs d'enfance où il y a eu un parent qui était dans cette énergie colérique. Mais du coup, c'est là que ça devient compliqué. Et je pense que la seule sortie, c'est si les deux personnes sont réellement prêtes à faire le travail. Donc, et entendre le message des émotions. Donc, qu'est-ce que la colère révèle? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Quelles sont les vraies raisons? Est-ce qu'on est prêts, toutes les deux, à travailler sur ces raisons-là? Est-ce que la personne qui nie complètement sa colère, est-ce qu'elle veut bien faire le chemin d'aller à la rencontre de sa colère? Je pense que s'il y a une volonté des deux personnes de faire le chemin, il y a une issue. Donc moi, je sais que j'aimerais travailler sur ma colère dans ces situations-là. Mais il faut qu'il y ait les deux personnes qui soient dans cette même volonté. Parce que s'il n'y a pas de volonté, en fait, on reste dans ce même cycle qui devient très, très toxique, effectivement. À 100%. À 100%. C'est très beau le message là qui est partagé. Et tu vois, quand on échangeait dessus avec des amis, on se disait ouais, en fait, faut qu'on le répande un peu plus ce message pour que il y a tellement une troisième voie qui est possible en fait. Et moi, je le vois en ce moment avec ce que j'explore dans la relation, c'est que j'explore des outils de communication, j'explore d'aller encore plus en profondeur dans mes besoins, de les reconnaître et à la fois d'être capable d'aller sur un autre plan. Et c'est infini en fait. C'est infini tout ce qu'on peut ressortir. Donc c'est hyper beau. Yes, tout ce chemin, on continue à grandir et évoluer. Est-ce que tu veux nous parler de ton livre que tu es en train d'écrire? Tu as commencé à écrire cet été au mois de juillet, donc du coup qui est en cours de rédaction. Est-ce que tu veux nous parler du sujet, de ton message, de ce que tu vas porter à travers ce livre? Ouais. Alors ce livre, il s'appelle Les leaders allumés. C'est toute la méthode dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, c'est ce livre, c'est un guide à la fois initiatique et pratique. Là, la manière dont je l'ai écrit pour le moment, c'est à la fois un récit autobiographique de ma vie. Donc en fait, on voyage à travers le monde. Le livre commence à Bali et finit à Bali. Il commence à Bali en 2014 quand j'ai quitté ma vie. Comme tu connais un peu, mais dans les grandes entreprises du CAC 40, que j'ai une rupture amoureuse, toujours pareil. Et donc, je pars à Bali pour me reconstruire.
et il se termine quand je suis à Bali là pour la retraite d'écriture du livre. Donc c'est une période de 10 ans. À 2 mois près, c'est 10 ans en fait de vie. Et donc c'est tout le cheminement que j'ai fait pendant 10 ans, mais tout le cheminement aussi avec mes clients, avec toutes les personnes que j'ai accompagnées. Donc c'est des processus qui ont fonctionné sur moi, qui fonctionnent sur mes clients de transformation pour oser prendre sa place sur Terre. Ce livre, il est dédié à 2 de mes anciens amoureux, qui s'appellent Kevin et Damien, qui étaient dans la drogue. Donc moi, j'étais dans la drogue aussi, et qui pour moi étaient des âmes magnifiques. Et qui, quand ils sont arrivés sur Terre, ils se sont pas sentis à leur place, comme moi. Et donc, ils ont décidé de se droguer pour mieux accepter la lourdeur terrestre, ce monde étriqué, un peu comme on peut le vivre quand on n'est pas dans sa pleine puissance. Et donc, eux, ils ont continué leur chemin sur la voie de la drogue et ils sont décédés. Et moi, j'avais envie de donner un message pour toutes ces âmes qui sont venues sur Terre et qui ne se sentent pas entendues, qui ne se sentent pas à leur place, et de leur dire, en fait, attends pas d'être entendu, attends pas qu'on te donne ta place, on te la donnera jamais. En fait, tu corresponds pas du tout à cette société, à ce monde. Tu es venu d'autres planètes, du cosmos. En gros, je vais le définir comme ça. Mais tu es venu d'ailleurs. Donc, c'est à toi de créer ton chemin, et donc ça nécessite bien sûr un chemin de souveraineté. Et pour moi, toutes ces étapes, ce sont des postures d'évolution personnelle et d'évolution sur le plan collectif, parce qu'on est là pour œuvrer collectivement et pas juste pour notre personne. Moi, les personnes que j'accompagne, je crois pas à la voix du Bouddha qui s'assoit et qui médite. Moi, je dis, viens bousculer les codes, viens bousculer le monde. Oui, ça va te faire bosser sur tes blessures, etc. Mais en fait, ça va t'élever au fur et à mesure, et ça n'a pas de prix d'être à sa place. C'est-à-dire que je parlais de destruction tout à l'heure. Moi, si j'étais restée dans le milieu de l'entreprise un peu conventionnel, qui était super, j'ai beaucoup appris, mais qui ne me convenait pas à moi, qui convenait pas à mon âme, je pense que je serais partie dans d'autres addictions. Et moi, ce que j'explique dans le livre, c'est que c'est pas un choix, en fait, c'est pas un, oui, c'est ça, c'est pas un choix de se dire non, je reste dans le milieu conventionnel ou pas. Les âmes s'éteignent à petit feu quand on reste dans un système qui ne nous nourrit pas. C'est pour ça que ça s'appelle les leaders allumés. Les leaders allumés, c'est à la fois la flamme divine, donc la connexion à des mondes supérieurs, la flamme intérieure, le feu sacré, notre énergie vitale de vie à l'intérieur du corps, et à la fois comment je garde cette étincelle de vie à l'intérieur de moi qui fait que je suis vivant, et ça passe par impacter le monde et le transformer. Et si on n'assume pas ce rôle-là, il y a des bouts de nous, la flamme, en fait, elle s'éteint, elle diminue de plus en plus. Et je dis souvent à mes clients, mais rallumer une flamme éteinte, c'est un travail de dingue. Donc, vaut mieux prendre des décisions courageuses qui sont un peu flippantes et d'y aller pour préserver cette flamme que de laisser la flamme s'éteindre. Et d'ailleurs, on dit burn-out très souvent. Tu vois, burn-out, on a trop brûlé et après ça s'éteint. Et là, pour revenir, les personnes qui ont fait des burn-out très forts, pour revenir, moi j'ai déjà vu des reportages où les gens ils mettent 2 ans à revenir, quoi, pour que la structure intérieure elle puisse se reconstruire. Donc je pense que c'est notre devoir sur cette terre de prendre soin de notre flamme. Moi, je fais le lien par rapport à mon parcours avec la drogue, mais du coup, je précise que c'est en lien aussi avec tout ce qui peut être d'autres médicaments, des choses comme antidépresseurs. C'est en lien avec les personnes qui ont des addictions à l'alimentation, des addictions au jeu. En fait, c'est à chaque fois qu'on est dans le monde et qu'on essaye de s'extirper de la vie, parce que c'est douloureux, en fait, ce livre, il est destiné à ces personnes pour dire, mais en fait, vous êtes des âmes sublimes. Et c'est vraiment difficile d'être sur Terre et de pas se sentir entendu. Je le sais, moi, je le sais profondément. Et même si aujourd'hui, je me sens à ma place, il y a encore plein d'endroits où je me sens pas entendue. Il y a encore plein d'endroits où il y a des blessures. Mais en tout cas, plus j'avance sur ce chemin de leader allumé, plus j'atteins des états de grâce et je peux regarder dehors et me dire, ah, mais je suis trop contente d'être en vie. Et pour une personne comme moi qui avait des problèmes d'incarnation et qui a attendu de me barrer toute ma vie, qui a dit très jeune, j'ai dit à 27 ans, je suis morte, je me barre, quoi, et qui est partie à fond dans la drogue, qui a décidé de rester sur Terre, de se sentir en vie, mais c'est un miracle, en fait. Et donc ce livre, il est pour ces personnes. Merci Amandine, j'ai hâte de le lire, ça incroyable, et ça résonne aussi beaucoup avec mon propre parcours à beaucoup d'endroits. Moi, je sais que quand je suis née et toute mon enfance et toute mon adolescence, j'étais dans un état d'incompréhension du monde, dans un état de tristesse infinie. Il y avait un truc qui ne comprenait pas en fait ce que je faisais là. Mais il y avait vraiment profondément cette incompréhension de qu'est-ce que je fous là, quoi.
Et ça a duré un certain temps jusqu'à quand même à rentrer dans le moule, tu vois, à rentrer dans les moules, des trucs à faire, des cases à cocher. Et du coup, je suis arrivée à, tu vois, à un certain stade dans mon travail et je suis partie faire une retraite de méditation. À cette retraite de méditation, je me suis rendu compte à quel point ma vie était en décalage total avec mon essence, avec qui j'étais en fait. Donc je pense qu'il y a des personnes comme ça, tu vois, comme toi et moi, qui ne comprennent pas ce qu'elles foutent là, qui à un moment donné peut-être finissent par, d'une manière ou d'une autre, rentrer dans le moule qui nous est forcé. Et à un moment donné, il y a peut-être une phase de réveil de qu'est-ce que je fais là, quoi. Et moi, ça a été vraiment ça l'effet de ma toute première retraite Vipassana. J'ai regardé ma vie, je me dis mais c'est la vie de qui là que je suis en train de vivre. Et ça, ça a été la grosse phase de changement. Et tu vois, cette vie que j'ai réussi à accepter, où j'ai réussi à rentrer dans le moule, c'était avec beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue, pour arriver à survivre dans le truc. Je buvais tous les jours. Tous les jours. C'était un truc, genre, je supprime la peine, la douleur, j'anesthésie, en fait. Et donc, du coup, la seule façon où j'avais réussi à vivre, c'était sous anesthésiant fréquent. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui passent par diverses méthodes. Enfin, tu vois, j'ai toujours été fonctionnelle. J'ai jamais été dans des états d'addiction qui m'ont fait être dans des états dysfonctionnels. Donc, j'ai toujours été fonctionnelle, mais c'était des états d'addiction pendant des années et des années. Et je pense que c'est important de faire passer ce message-là aux personnes qui ne se sentent pas à leur place, se demandent ce qu'elles font, ont peut-être réussi à rentrer dans des espaces qui ne leur correspondent pas, d'oser en fait, comme tu dis, tu vois, d'oser aller chercher autre chose. Et merci à moi d'avoir fait, tu vois. Je me remercie tous les jours d'avoir osé à un moment donné couper le truc, partir, arrêter de faire des trucs qui me faisaient mourir à petit feu. Et en fait, à ce moment-là, j'ai reconnecté avec mon essence à travers la voie spirituelle. Donc moi, c'est ça qui m'a vraiment sauvée. Et pour la première fois de ma vie, en fait, j'ai senti un état d'amour intérieur, un état de paix, un état de satisfaction. C'est même pas de la satisfaction, c'est pas les bons mots, mais un état de plénitude en fait. Et là, j'ai compris tout ce à quoi j'étais pas connectée l'ensemble de ma vie. Et aujourd'hui, certes, tu vois, il y a des hauts, des bas, toutes sortes de variations en termes d'émotions, mais je sais que je suis connectée à ça, et ça, c'est quelque chose qui a fondamentalement changé ma vie. Donc, je pense que c'est un message très important que tu vas porter avec ton livre. Merci. Je suis très très contente de porter ce message parce que je considère que quand on vient sur Terre, la vie, je pense que l'intelligence de la vie savait que si on n'avait pas des blessures, on ne ferait rien et qu'on serait là en touriste. Et donc je pense, mais ça c'est une croyance personnelle, que je vois et qui est limpide pour moi, mais je pense qu'on nous a amenés sur Terre avec des blessures pour alchimiser ces blessures, les transformer et donner un peu du carburant pour qu'on puisse œuvrer. Et pour moi, la blessure d'avoir été sur Terre et d'avoir consommé beaucoup d'héroïne, je me suis demandé pendant longtemps, mais comment je vais rendre en gros à l'humanité tout ce que j'ai réussi à transformer, sachant que je me suis renseignée plusieurs fois pour faire des conférences ou accompagner, tu vois, des anciens toxicomanes. Et je me suis dit, mais en fait, ça me saoule, j'ai pas envie. Enfin, il y avait un truc ou alors j'ai pas envie d'être en lien avec ce milieu parce qu'il est chargé énergétiquement. Et donc du coup, il y avait comme une partie de moi qui a encore envie de me préserver, tu vois, qui a besoin de gagner en densité avant de, voilà. Il y avait ça. Et là, de ce livre-là, il vient à la fois parler, bien sûr, à toutes les personnes qui vivent ce parcours-là que j'ai vécu avec la toxicomanie, mais il parle à beaucoup plus de monde, de manière plus vaste. Et je pense qu'il sert, tout en moi ne me mettant pas en danger, en étant en contact avec des personnes qui jouent avec les énergies avec qui je jouais avant, en quelque sorte. Et ça, c'est un message aussi que je propose beaucoup dans le livre, c'est nos blessures. Alors ça fait mal, bien sûr, mais elles sont là pour avancer et osons aller explorer tout ce qu'on a dépassé pour offrir les trésors qu'on a récoltés sur le chemin et les redistribuer. Parce que il y a, pour moi, un être accompli, c'est un être qui rend au monde tous les enseignements qu'il a reçus. Et que si on les garde, ils vont comme un peu pourrir. Et donc c'est notre devoir, devoir d'humain et devoir d'être divin, de rendre à l'humanité ce qu'on a alchimisé. Yes. Très beau message. Pour conclure ce podcast, une dernière question. Donc, le nom de ce podcast, c'est Souveraine et créatrice. Qu'est-ce qui, toi, t'a le plus aidé, en fait, à connecter avec ta puissance créatrice, avec ta souveraineté?
Bonne question. Euh, alors, je trouve que déjà, le mot souveraine a été un mot qui m'a énormément accompagnée pendant la crise Covid. Et j'avais sorti d'ailleurs un programme qui s'appelait Puissante, magique et souveraine. C'est-à-dire cette capacité à pouvoir choisir à quelle pièce de théâtre j'ai envie de jouer et à pouvoir choisir l'état intérieur que j'ai envie d'explorer. La crise Covid a été assez difficile et challengeante pour moi parce que j'avais décidé de pas me faire vacciner, j'avais décidé de ne pas me faire de faux passe vaccinal, donc je pouvais pas aller dans les restos, pas dans les bibliothèques, pas dans les cinémas. Enfin, il y avait quelque chose d'assez emprisonnant que moi j'ai vécu comme une prison. Et donc je me suis dit, ok, qu'est-ce qui a fait que je me sois mise moi-même en prison? Et du coup, je suis allée voir toutes les parts de moi qui s'empêchaient de vivre ma vie, en fait. Toutes les parts de moi qui étaient pas souveraines, toutes les parts de moi où je disais je n'ai pas le choix. Et toutes les parts de moi où je subissais. Et du coup, je suis allée voir ces parts-là. Le coaching pour moi est un outil clé parce que le coaching, il permet de changer de regard sur une situation et plutôt que d'être depuis un espace de victime qui existe aussi, je dis pas qu'il faut le renier, mais c'est juste que je pense qu'on est dans une société qui nourrit trop cette posture, d'être dans un espace de puissance, de ok, je suis en train de vivre cette situation, mais j'ai le choix de comment je vais la vivre et j'ai le choix de qu'est-ce que je vais déployer derrière. Donc par exemple, la crise Covid, ok, on m'interdit d'aller partout dans les lieux publics. Et bien en fait, j'ai une amie qui est partie au Portugal, dans le sud du Portugal, et en fait, on s'est retrouvés une dizaine de coachs à vivre ensemble dans une villa de type Melrose Place de fou, qui était trop bien. Mon business, il a explosé à ce moment-là. Et en fait, c'est comment une situation qui était contraignante est devenue une opportunité de croissance merveilleuse pour moi. Je partageais aujourd'hui dans une transmission ma transmission aujourd'hui, c'était tenir la vision et passer les initiations, et que en fait les obstacles vont être le chemin. Il y a un livre qui s'appelle comme ça, c'est L'obstacle est ton chemin, de je ne sais plus quel auteur, mais de montrer à quel point quand on croit qu'on est bloqué, il y a quelque chose qui est pressurisant comme ça et qu'on n'y arrivera pas, alors qu'en fait c'est la clé vers notre prochaine expansion. Donc ça a été le chemin vers la souveraineté. Puis d'oser écouter mes ressentis intérieurs, parce que quand il y a des matraquages, tu sais, à la télé partout, de oui, tu risques de tuer quelqu'un si t'as le Covid. Enfin, on était porteurs de mort, tous les êtres humains, quelles que soient nos convictions, nous étions potentiellement un danger pour l'humanité. Et de moi revenir à l'intérieur de moi et de me dire non, en fait, je ressens pas ça. Je sens autre chose à l'intérieur de mon corps, et de me faire confiance. Et c'est pas que des ressentis corporels, c'est des ressentis. Parce que des fois, le corps ment. Avec les traumas, chaque fois on dit oui, si on écoute nos corps, on sent tout. Non, des fois, le trauma fait que la réponse du corps est pas tout à fait exacte et qu'on a besoin de descendre sur des plans beaucoup plus fins. Et je pense que cette souveraineté-là, tous ces questionnements de j'ai ma famille qui est pas d'accord avec moi et je perds des amis et tout ça, tu vois, ça fait descendre des couches et des couches et des couches et des couches pour trouver sa vérité intérieure. Donc merci au Covid. Je pense que ça a été une initiation mais formidable. Jamais je ne retirerai cette période de ma vie, elle a été tellement nourrissante. Et donc ça, c'est la partie souveraine. Et la partie créatrice, moi, je me suis jamais sentie créatrice avant, parce que j'avais l'impression que, tu vois, les créateurs, c'est les artistes. Et moi, j'avais plutôt l'impression d'être je fais mon truc, mon entreprise, mais je suis pas créatrice. Et je pense que la partie artistique dans notre vie, elle est un peu coupée. Et alors que l'artistique, c'est l'expression de notre âme, donc elle est nécessaire. Et j'avais déjà fait un spectacle avant, mais là, cette année, du coup, on a refait un spectacle Vie orgasmique, on s'est produit sur scène, où les Terres d'Alma, on a organisé ça, et puis j'ai amené mes clientes dans l'aventure avec une metteuse en scène. Donc, écrire mon livre aussi, c'est cette partie création, et développer une entreprise, c'est une partie création. Et pour moi, aujourd'hui, créatrice, c'est comment, avec la lueur, c'est ça, je peux dire, la lueur et l'essence de mon âme, je peux impacter le monde. Plutôt que de se dire qu'on doit avoir des potentiels de créateurs infinis, c'est comment j'écoute la voix de mon âme et je crée depuis cet espace. Merci beaucoup Amandine, merci pour ce riche échange. Donc pour les personnes qui aimeraient découvrir ce que tu proposes, donc elles auront accès à ton site, elles auront accès aussi à tes réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites partager comme mot de la fin? Ou peut-être des programmes qui arrivent dans les prochains mois. Donc, il y a la retraite dont on a parlé, oui. Cosmic and Orgasmic Leaders, qui aura lieu. Donc, c'est déjà prévu au mois de juin 2025. Oui, juin 2025. Donc, la retraite, tout le parcours des leaders allumés. Du coup, il y a le livre qui arrive.
Le programme Les Leaders Allumés, là, on est déjà en train de faire la première saison. Donc là, il y a la deuxième saison qui arrive bientôt. Et puis, il y aura plusieurs saisons parce que c'est une dynamique que j'ai envie de porter jusqu'au bout et de la réitérer. Je sens que ce processus est très vivant en moi et que j'adore le transmettre et je vois tout ce que ça impacte. Et la retraite, c'est le processus des Leaders Allumés, mais vraiment en présentiel et qui a lieu en Thaïlande. Donc ça, c'est les grands événements phares. Oui, voilà, c'est tout ce qui se passe. Merci Amandine. Donc vous aurez toutes les infos, donc le site d'Amandine, son compte Instagram, sa chaîne YouTube. Et donc si vous avez envie d'approfondir, si vous vous reconnaissez en leader allumé, donc vous pourrez poursuivre avec Amandine. Merci beaucoup. Merci Rubina, merci, c'était trop magnifique d'être avec toi avec ces belles questions. Un grand merci à toi. Merci Amandine.